Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire proposé par Thiago Quimper. Alors, cette conférence sera animée par Bernays Roux à propos de Fanch, le prénom qui ne fait plus trembler la République. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et, euh, et donc on y répondra, Bernays Roux y répondra en fin de conférence. Je vous laisse la parole. Merci et Agnès. J'ai le plaisir de vous trouver ce matin, des maths dans Nôle, sur cette affaire Fanch. Alors tout le monde pense évidemment que l'affaire Fanch est terminée. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc je vais revenir assez rapidement sur l'historique de l'affaire, sur l'historique effectivement de ce N tilde, est-ce qu'il fait partie ou pas de la langue française ou pas. Et puis de voir un petit peu où on va dans cette affaire-là et qu'est-ce que ça va changer en fait que la loi Molac ait pu être votée il y a une dizaine de jours maintenant. Pour notre prénom emblématique maintenant. Alors, je vais commencer, je vais vous passer des diapos que je vais commenter au fur et à mesure. Hein, ça donnera un complément pour ceux qui auraient déjà jeté un œil dans le bouquin, un complément par rapport à la problématique qui se passe depuis pas mal de temps. Donc, d'abord, d'où ça vient ce nom Finch? C'est tout simplement un moine italien qui s'appelle Francisco d'Assisi, donc mieux connu chez nous par François d'Assise, et en breton, San Frances à Assise. C'est un moine donc, qui a vécu à Assise, hein, donc au nord de l'Italie. Il ne s'appelait pas du tout Francis, il s'appelait Jean, et son père était marchand, et donc son père recevait des marchands venant de France, euh, par les romans qu'il y avait à l'époque, des Bourguignons, des Champenois, etc. Et il recevait beaucoup de ces marchands-là. Et visiblement, ces marchands étaient très sympas avec le petit Francisco, enfin, le petit Jean, hein, plutôt. Et sans doute lui donner des petites choses, des petits écus, des petites choses comme ça. Et donc, il est resté tellement impressionné par ces marchands-là qui étaient riches et qui avaient une culture importante qu'il s'est mis à apprendre le français avec eux quand il passait par là. Et quand il est devenu adulte, il a souhaité s'appeler Francisco, puisque c'est donc le nom français en italien signifie français. Et donc, il a été connu après quand il est devenu moine et quand il s'est occupé des pauvres. Il est connu comme François d'Assise, Francisco d'Assisi. Et ce qui est important dans savoir comment François d'Assise est arrivé en Bretagne et est devenu Fanch, il faut savoir que dès qu'il est mort, 4 ans après, enfin, il a été pratiquement canonisé tout de suite, tellement il avait fait de bien en Italie. Et 4 ans après sa mort, voilà qu'il y a un couvent de franciscains qui se crée à Quimper. Donc, on est en 1232. Alors, c'est noté dans le cartulaire des églises de Quimper que vous voyez là. C'est un tout petit peu plus clair, un petit peu plus loin, parce que les moines qui se réclament de François d'Assise, évidemment, essayent de diffuser le nom de François d'Assise en Bretagne. Alors, sous plusieurs formes, hein, Francis, etc. Et on le retrouve dans le cartulaire de l'église de Quimper, donc c'est en latin, donc il y a du Franciscus, du Franciscum, etc. Donc on voit que ce nom-là commence à venir en Bretagne. Et les franciscains essaiment assez vite dans plusieurs villes bretonnes. Et vous savez que c'est des saints un peu exemplaires parce qu'ils s'occupent que des pauvres, etc. Le plus connu est Santigudu, qui est un franciscain à Quimper. C'est celui qui a lutté contre la peste. Et donc, pas François, lui, il s'appelait Saint-Yant Discalciat, il s'appelait Yant, mais ces franciscains font l'admiration de tous. Et ils font l'admiration des ducs de Bretagne, ce qui fait que Jean V, le duc le plus puissant qu'il ait jamais eu en Bretagne, appelle son fils aîné François.
Et donc, le premier souverain d'Europe qui porte le nom de François, c'est le souverain de Bretagne, François Ier de Bretagne. Alors, il est né en 1414 et il est mort en 1450. Donc, c'est un premier duc qui s'appelle François. Il y a eu ensuite un deuxième duc qui soit François II de Bretagne. Alors, c'est un duc important parce que c'est le père d'Anne de Bretagne. Et lui, il est de 1435 à 1488. Et ce François Ier et ce François II de Bretagne, il se passe un phénomène qui a été étudié par un universitaire breton qui travaille à Angers et qui a bien montré comment ça se passait les prénoms à l'époque du Moyen Âge. C'est-à-dire que quand le duc s'appelle François, ses vassaux directs, pour faire plaisir au duc, appellent aussi leurs enfants François. Et il faut savoir que par ricochet, comme ça tombe dans les strates les plus basses de la noblesse bretonne. Mais la noblesse bretonne qui est en contact avec les paysans, c'est pareil. Quand il y a un enfant qui naît, notamment l'aîné de la famille, il est de coutume en fait que le noble, enfin le propriétaire terrien, parraine l'enfant. Et évidemment, pour faire plaisir aux nobles, on l'appelle François. Donc, c'est comme ça que ça se passe au Moyen Âge. Et c'est comme ça que le prénom a commencé petit à petit à se répandre en Bretagne. Alors, il faut savoir qu'il y a un François III de Bretagne que l'on ne connaît pas trop. Il est né en 1518, il est mort en 1536. Alors, c'est le fils de François Ier et de Claude de France. Claude de France, c'est la fille d'Anne de Bretagne. Donc là aussi, parce que le roi de France ne voulait absolument pas que le duché de Bretagne quitte, ou s'évade du royaume de France. Là aussi, il y a eu mariage entre cette Claude de France là avec François Ier. Donc vous voyez, on est toujours dans ces trois-là. Il y a une lignée de François, duc de Bretagne, et le François III a porté aussi le titre de duc de Bretagne, puisqu'on est avant 1534, donc avant le traité d'union avec la France. Alors, il faut savoir aussi que du côté des filles, c'est pareil. C'est-à-dire là, évidemment, on ne s'appelle pas François, on s'appelle Françoise. Et il y a une Françoise d'Amboise, qui est duchesse de Bretagne. Donc, elle est née en 1427, elle est morte en 1485. Alors, il faut savoir que cette Françoise d'Amboise a aussi son importance parce que quand elle devient veuve vers 1450, elle part au couvent et elle crée à Nantes et elle crée un ordre de carmélites. C'est le premier ordre féminin qui existe en Bretagne. Et donc, cette Françoise d'Amboise, là, crée l'ordre des carmélites. Et l'ordre des carmélites s'implante évidemment un peu partout en Bretagne et diffuse le prénom François. Alors, il ne faut pas croire que au Moyen Âge, François se dit François, parce que ça, c'est le français standard que l'on parle maintenant. À l'époque, évidemment, on parle, c'est plutôt François et Françoise, et on a une trace dans le registre de Rose-Landrieux, hein, c'est près de Dol de Bretagne. C'est le plus vieux registre d'état civil qu'on ait en Bretagne. Il date de 1451 et on trouve une forme, Franzia, qui est un joli prénom, qui est donc un des prénoms originaux issus de ces Francis, Francisco, etc. Chaque parler, si vous voulez, le fait à sa façon. Et donc, pas si c'est une forme gallo, si on peut le dire comme ça, mais cette forme-là n'est pas très commune. Et il y a évidemment du côté breton probablement l'apparition de la forme contractée, donc française, qui est Francis, hein, Frances, et Finch qui est arrivé juste derrière. Et donc, pour vous montrer comment ça s'est bien
diffusé. J'ai fait les statistiques dans ma commune d'Ergué-Gabéric, hein, donc près de Quimper. En 1790, c'est le premier recensement qu'on ait de la commune. Il y a 1600 habitants à peu près, et il y a 55 François et 63 Françoises. Donc, ça fait 7% de la population à peu près qui porte ce prénom. Donc, c'est un prénom qui s'est largement diffusé en Bretagne et qui devient très populaire au 19e siècle. Au 19e siècle, c'est l'âge d'or de la société rurale en Bretagne, et c'est là aussi que comment tous les ordres saints, etc., diffusent la vie de Saint François d'Assise, donc Saint Francis, hein, puisque ce sont des Léonards, donc ils utilisent la forme longue, hein, Francis, et on a Saint Francis. Enfin, il y a plein de livres qui ont été diffusés à l'époque sur François, Francis, et donc on est dans une période où le prénom prend véritablement beaucoup d'importance. Alors, sur le prénom Fanche, évidemment, j'ai essayé de trouver. Alors, c'est assez compliqué parce que quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, vous ne trouvez, le tilde n'existe pas. Hein. Sur Gallica, c'est pareil, le tilde n'existe pas. Et donc, c'est un peu compliqué. Et donc, le premier trace de Fanche que j'ai trouvé dans la littérature bretonne, dans les écrits bretons, c'est dans un opéra comique, hein, puisque au XVIIIe siècle, les nobles en Bretagne s'amusaient avec la langue bretonne. Ils faisaient des petites scénettes, ils faisaient du petit théâtre. Il y en a même un qui s'appelle Pascal Quéranveillère qui a fait un opéra comique qui s'appelle Ar Farvel Guaper. Et dans ce Farvel Guaper, il y a un personnage qui s'appelle Finch. Alors, c'est écrit F-A-I-N-C-H, tout simplement, parce que ce n'est pas prononcé Fanch, comme on entend souvent. Fanch est une francisation de Finch, c'est-à-dire c'est nasalisé, c'est par le nez. Et donc, pour écrire ça, eh ben, ils ont mis Finch. Comme c'est un Léonard qui parle, les Léonards nasalisent beaucoup, donc ils disent Finch. Et en cornouaille, on est plus sur la forme fanche. Hein. Et il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres diminutifs comme saïk, swek, etc. Et franchement, Morvan-Nou, qui était prof prof de breton, donc à l'université de Bretagne occidentale, il s'énervait beaucoup de voir que le prénom Finch était mal prononcé par les Bretonnants eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé dans un courrier qu'il m'avait adressé il y a très longtemps, il marquait, vous voyez, Finch, Morvan-nous, pour être sûr que ses étudiants prononcent bien. Ouais, il écrivait comme ça, vous voyez, avec un N tilde, pour être vraiment sûr que ça se faisait comme ça. Comme ça, au moins, les gens, ils prononçaient Finch, et puis c'était clair. Voilà. Alors pour nous, donc, je vous dis, le plus largement diffusé, c'est la forme Fanche sans tilde. Voilà, vous avez un bateau du Guilvinec, vous avez les célèbres ameublements de cuisine de Quimper, Fanche le reste. Ils ne mettent pas de tilde, puisque je vous dis, dans la région quimpéroise, on ne nasalise pas ou très peu. C'est plutôt un phénomène léonard. Alors, notre Finch, pourquoi il pose problème? Donc, celui qui nous intéresse, Finch Bernard, donc né à Rospordin, donc a sur sa carte d'identité ce joli tilde. Et donc, dans tous les relations qu'on a pu avoir pour défendre ce tilde, on s'est aperçu qu'il y en avait d'autres et qui nous ont spontanément amené leur carte d'identité. Il y avait d'autres finches qui étaient cachés dans la nature, notamment un finche lorique, qui, lui, avait sur sa carte d'identité, déjà depuis longtemps, un N tilde. Voilà, donc ça a existé et on peut se demander pourquoi ça a fait tout ce cirque quand notre Finch Bernard est né à Quimper et donc a posé problème. Alors, Finch Bernard donc naît en mai 2017 à Quimper et donc ses parents veulent l'appeler Finch parce que le grand-père paternel s'appelait Finch. Voilà. Alors, donc, il demande comment on écrit ça et on lui dit F-A-N-T-C-H. Donc, l'état civil prend l'affaire et dit aux parents c'est pas possible,
parce que il y a une circulaire de 2014 qui précise les signes diacritiques qui ont droit de citer en français. Ces signes diacritiques, vous les avez là à l'écran. Il n'y a pas de N tilde qui n'est donc pas considéré comme français. Alors cette circulaire date de 2014, c'est-à-dire qu'avant 2014, il n'y avait pas de circulaire. Il y avait simplement des injonctions qu'il fallait écrire en langue française, mais on n'avait pas précisé la liste des signes diacritiques. Ce qui fait qu'il y a pu avoir d'autres finches qui ont existé avant et qui ont pu mettre le N tilde. Ça dépendait de l'état civil de là où ils étaient, si les gens étaient cool ou pas. Donc, il y a eu des cas de finches avec des N tilde avant, assez peu, puisque les gens ont plutôt écrit Fanche, F-A-N-C-H normalement, et ils le prononçaient, suivant la région, plutôt Fanche, plutôt Finche. Donc, on a ce souci-là. Alors, je reviens rapidement sur cette affaire-là. L'état civil dit non. Il se trouve que la permanence de la mairie de Quimper est assurée par Isabelle Lebal, en l'absence du maire. Isabelle Lebal est la première adjointe à l'époque, et donc très bretonne, j'allais dire. Et donc, elle dit non, non, on écrit Finch N tilde. Et donc, elle fait mettre en marge de l'état civil que Finch apporte bien le N tilde, donc un rectificatif. Alors évidemment, cette affaire-là est connue par les journaux. Il y a des petits mots qui passent dans Ouest France et dans le Télégramme, et ce qui éveille l'attention de Monsieur le procureur de la République. Monsieur le procureur de la République envoie un mot en disant que c'est pas possible, c'est pas la circulaire 2014 interdit le N tilde. Et donc, nos parents de Finch sont convoqués devant le tribunal de Quimper. Et donc là, ils sont reçus, ils y vont avec le bébé sur le bras. Ils pensaient qu'on allait leur tirer l'oreille en disant que c'est pas bien, etc. Et puis, en fait, ils se sont trouvés voilà, devant l'apparat de la justice avec procureur, juge, greffier, enfin tout le tralala. Alors, pas la justice de Quimper, il faut savoir, il y a une petite anecdote dans cette affaire, c'est qu'ils ont fait les travaux assez récemment et ils ont baptisé des salles et la salle où a été reçu le petit Finch s'appelle la salle Loïs Repars. Et c'est assez curieux parce que le premier disque qu'a enregistré Loïs Repars en Biniou et Bombarde, et ben, son compère s'appelait Finch Bodenès. Voilà. Donc, c'est un petit clin d'œil de l'histoire. Donc, nos parents Bernard arrive devant le juge. Le juge leur fait tout un laïus. Alors, c'est parti sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1534, pardon. C'est parti sur les lois de Robespierre, donc sous ce qu'on appelle la terreur linguistique, etc. On leur a défilé tout l'arsenal judiciaire pour leur dire que c'est pas possible, et jugement rendu au 13 septembre. Alors au 13 septembre, le Finch Bernard, qui porte toujours officiellement son N tilde, est débouté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il enlève le N tilde. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans cette affaire, c'est de savoir le pourquoi de l'affaire. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que le juge dise il y a une circulaire, le circulaire ne prévoit pas que le N tilde, donc il faut enlever le N tilde et point final. Eh bien non, la juge de l'époque a rajouté un petit paragraphe qui dit que le fait de mettre un N tilde reprend la volonté de l'État de droit de maintenir l'unité du pays et l'égalité sans distinction d'origine. Donc le N tilde, en gros, menace l'unité de la France. Alors évidemment, ça a fait bondir tous les défenseurs de la langue bretonne. Donc, on a eu je ne sais trop combien d'associations. Il y a eu tous les hommes politiques sont intervenus. Moi-même, j'ai président du Conseil culturel de Bretagne, donc j'ai fait voter un vœu là.
Et c'est là justement que j'avais commencé à regarder de près ce dossier-là, que j'avais suivi dans les journaux, mais comme les autres, disant bon, c'est une anecdote, ça va s'arranger comme ça. À partir du moment où l'adjointe au maire de Quimper avait mis le N tilde, je pensais que ça allait se régler comme ça. Et quand on a vu que la tournure que prenait l'affaire, j'ai commencé à étudier cette histoire de N tilde, et donc de savoir d'où est-ce que ça venait. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais continuons sur l'affaire judiciaire. Donc, en gros, le N tilde n'est pas français. Donc, les parents portent l'affaire. Voilà le petit Finch à l'époque. Donc, évidemment, tout le monde a été gentil avec lui. Il lui a brodé des petits doudous avec son N tilde. Enfin, bon, bref, il y a tout cela. Il y a eu une campagne médiatique très importante de toutes les associations bretonnes. Et si je pense que s'il n'y avait pas eu ça, ça n'aurait pas bougé. Ça a surtout conforté les parents pour continuer dans ce combat-là qui nous paraissait à l'époque totalement juste. Donc l'affaire part en cour d'appel de Rennes. Et donc là, c'est Maître Kerlor qui prend l'affaire en main. Alors Maître Kerlor, c'était à l'époque le bâtonnier du barreau de Nantes, c'est-à-dire c'est le barreau le plus important de la circonscription judiciaire de Bretagne. Vous savez que dans la carte judiciaire, la Bretagne a 5 départements. Hein. Donc tout ce qui est jugé à Nantes, par exemple, part en cour d'appel à Rennes. Hein, c'est comme ça. Et c'est une chose qui est restée. Et je crois qu'il y a eu un moment, ils voulaient évidemment faire sauter ça. Et je crois qu'il y a eu une mobilisation, y compris des magistrats, pour que ça reste en l'état. Donc, beaucoup de mobilisation encore sur cette affaire-là. Plaidoirie devant la cour d'appel de Rennes. Marc Guérin sort sa Guerse Finch à l'époque, donc il a fait une guerre sur cette affaire-là et il devra rajouter après quelques couplets parce que l'affaire est loin d'être finie. Car la cour d'appel de Rennes donne raison aux parents de Finch en disant, en reprenant un argumentaire que j'avais développé devant le Conseil culturel de Bretagne, à savoir que le N tilde est utilisé en langue française et donc il y a effectivement une demi-douzaine de mots avec des N tilde, c'est canyon, senior, señorita, etc. Enfin, il y en a 6 ou 7 qui sont dans les dictionnaires français. Et donc, la Cour d'appel a dit le tilde n'est pas inconnu de la langue française, ce qui était une évidence. Et donc, ils ont dit, à partir de là, comme l'état civil doit être en français, il est possible de mettre un N tilde sur un prénom en France. Voilà, donc c'était fait ça. Évidemment, le procureur de Rennes, énervé, est parti devant la Cour de cassation, sauf qu'il devait être sans doute tellement énervé qu'il a fait une erreur de procédure, enfin une erreur de rédaction dans sa demande d'aller en Cour de cassation, ce qui fait que la Cour de cassation a renvoyé l'affaire puisque ce n'était pas conforme, ce n'était pas selon la loi. Donc, vous voyez, l'affaire a été rapidement réglée de ce côté-là. Alors, ensuite, le procureur, lui, a estimé que la Cour de cassation s'était prononcée sur la forme, mais pas sur le fond. Et donc, il a refait une affaire devant la Cour de cassation, ce qui fait que a remué, quand je vous dis que ça fait trembler la République, ça va jusque là-haut. Alors ça, c'était l'affaire judiciaire. Donc voilà, l'affaire continue après parce que même si la Cour d'appel de Rennes a tranché, le fait que ça parte en Cour de cassation, on dit que l'affaire n'est pas réglée. Et donc on voit le procureur de Brest adresser à tous les maires de son secteur un appel à la délation, à savoir que s'il y a un prénom, enfin, des parents qui veulent appeler leur enfant Finch avec un N tilde, il faut tout de suite qu'ils disent au procureur pour qu'il intervienne. Donc, ce qui était tout à fait sympathique. Il y a eu donc un Finch qui s'est fait connaître à Morlaix. Et donc, pareil, bon, il y a eu intervention du procureur. Il y en a une autre à Pabu, dans les Côtes d'Armor. Donc, cette affaire continue à faire grand bruit un petit peu partout et c'est les politiques qui s'en emparent. Alors, il y a 2 propositions de loi qui ont été déposées au Parlement. Il y a eu beaucoup d'interpellations des ministres sur cette affaire-là, de tous bords. Hein. Donc, on a eu donc les plus célèbres que vous connaissez maintenant, Paul Molac. Donc, Paul Molac a inscrit dans la loi qui a été votée il y a 10 jours, il y a donc
un des morceaux de la loi qui dit que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans l'acte d'état civil. Donc ça a été voté. Donc le N tilde, le C apostrophe H et le I accent des Catalans, normalement, vont pouvoir être utilisés sans problème dans l'état civil. C'est ce que dit la loi qui a été votée définitivement par l'Assemblée nationale après un petit tour au Sénat et un retour. Là, il y avait une assez grande unanimité là-dessus. Et puis, il y a eu une autre initiative parlementaire qui vient du Sénat, Michel Canévet, qui est sénateur du Pays Bigoudin, et qui, donc, lui, a fait voter un amendement au sujet d'une autre loi en disant que le prénom peut comporter les voyelles et consonnes accompagnées d'un signe diacritique connu de la langue française. Et donc, ces signes diacritiques sont cités et à ceux qu'on connaît, que je vous ai montré tout à l'heure, il y a donc le N tilde qui est ajouté. Donc, ça a été voté au Sénat, c'est pas passé devant l'Assemblée, donc on ne sait pas si ça va passer devant l'Assemblée, si ce sera retenu aussi. Ça va un tout petit peu plus loin que la loi Molac, parce que la loi Molac dit ce qui est utilisé dans les langues régionales de France peut être utilisé à l'état civil. Ici, on dit que le N tilde fait partie de la langue française. Et donc là, on touche au sein du sein de la République, c'est-à-dire la langue française. Et là, ça devient compliqué. Donc, voyons un petit peu l'histoire de ce N tilde dans la langue française. Alors, au Moyen-Âge, les scribes dans les monastères, voilà comment ils écrivent. Ils écrivent propre avec la plume et à la main. Et donc, ils écrivent souvent des choses religieuses, etc. Et pour gagner de la place, ils mettent des petits signes au-dessus des lettres. Et par exemple, pour le N, quand il y avait deux N, par exemple, et ben, au lieu de mettre deux N à la suite, ce qui prend de la place, ils ont rajouté un petit N au-dessus du premier N. Et ce petit N, parce qu'il faut aussi gagner de la place en hauteur, eh ben, il s'est écrasé, si vous voulez. Et le tilde vient de là. C'est une espèce de virgule, c'est un N écrasé, en fait. Voilà. Et donc, c'était comme ça dans les écrits à la main. Et puis arrive l'imprimerie. Alors pour l'imprimerie, quand l'imprimerie arrive, on continue d'utiliser ce signe diacritique là pour différentes choses. C'est-à-dire que ça peut être utilisé pour le dédoublement de consonnes. Et donc là, on peut le mettre. Mais vous voyez ici que dans le traité de la grammaire française d'Étienne, le tilde est sur le A. C'est-à-dire que il se pose un problème, c'est que le bon français qu'on parle maintenant, qu'on a tous appris à l'école, c'était pas ce français-là qui était parlé au Moyen Âge. Il était beaucoup plus parlé par le nez, suivant les endroits de France où vous étiez. Et il faut penser que, je vous dis, François se disait pas François, mais se disait plutôt François. Voilà. Et on nasalise beaucoup plus. Et donc, on peut penser que le traité de la grammaire française, et oui, c'est marqué françoise, hein, Françoise. Et donc, c'était pas prononcé pareil. Le problème, c'est que dans toutes les provinces françaises qui dépendent du roi ou pas, puisque voilà, le français n'est pas parlé, les langues romanes sont différentes. Et donc, du coup, quand il s'agit par l'imprimerie d'écrire ces langues romanes, il y a 36 façons de le faire. Donc, là, c'est une période en fait de pratiquement 2 siècles où vous allez avoir je ne sais trop combien de traités de la grammaire française, de traités d'orthographe, de choses comme ça, pour savoir comment bien écrire le français, parce que chacun écrit comme il peut. Et vous avez tous peut-être eu un texte de Rabelais quand vous étiez à l'école. Vous saviez que le texte de Rabelais, ben, souvent, il a été mis à la sauce actuelle, mais si vous lisez Rabelais tel qu'il a écrit à l'époque, on est loin du français standard que l'on parle maintenant, et on est loin de la prononciation de maintenant. Et donc, on trouve dans beaucoup d'écrits officiels France écrit avec FRA tilde CE.
Alors bien sûr, France ne se dit pas France, ou peut-être que dans la région parisienne, ça se disait France. Voilà. Et donc, il y a le problème de cette nasalisation que les gens qui écrivent doivent faire. Alors, on le trouve dans tous les bouquins, mais alors, si vous cherchez le 15e, 16e siècle, si vous cherchez l'original, vous savez, vous voyez ici, depuis la France, encore écrit FRA-CE. Ici, on a encore d'autres exemples, là, je ne vais pas les multiplier, mais on est dans cette affaire-là, c'est-à-dire il y a un problème pour écrire la nasalisation. Et il y a même des traités, comme en 1711, traités sur l'orthographe française. Vous voyez que l'orthographe ne s'écrit pas comme maintenant. François ne s'écrit pas comme maintenant. Et français, quoi, si vous voulez. Et donc, on est là, et donc, il propose toujours d'utiliser le tilde. Vous voyez, en bas, A tilde, E tilde, I tilde, O tilde. Vous voyez, on est dans cette problématique-là. Vous avez une carte de Bretagne du XVIe siècle. Vous avez tout à fait en haut à gauche, vous voyez Conquet, hein, donc CO tilde, UET. Vous avez dessus Pamar, parce qu'il y a un château de Pamar dans le coin là-bas. Donc, c'est évidemment écrit à la française, hein, c'est pas Penmar. Hein. Vous avez Quimper-Corentin, que vous avez sûrement repéré en bas. Donc, Quin, voilà, E tilde, Corentin, hein, encore tilde, etc. Donc, vous voyez, c'est très, très utilisé au Moyen-Âge dans les écrits, dans les langues romanes. C'est pareil pour le breton. Vous avez Guerne sur la droite, presque en haut, là, si vous voulez. Vous avez plusieurs mots, vous avez Gwen, etc. Vous avez plusieurs mots qui portent le tilde. En breton, le tilde, c'est pour les mots, les consonnes dédoublées, les deux N, si vous voulez. Et donc, devant tout ce bazar, le roi de France doit légiférer. Et donc, il fait une ordonnance, la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est dans la Picardie. Et cette Villers-Cotterêts dit tout simplement, vous voyez, c'est les lignes du bas, que tous les actes de justice soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des tildes. Vous voyez en haut, dorénavant, par exemple, il y a un tilde sur le en, parce que c'est en, c'est toujours sur les prononciations en. C'est intéressant parce que dans l'édit de Villers-Cotterêts, il y a des tildes à tour de bras. Et évidemment, quand vous regardez le site Légifrance actuellement, le site officiel donc, de l'État français, Villers-Cotterêts, enfin cet acte juridique, l'ordonnance, a été mis en français standard. Donc, vous ne trouverez pas de tilde dedans. Hein, voilà, mais ça, c'est l'original. Donc, on est sur cette affaire-là. Alors, comme c'est un peu le bazar pour écrire le français, le roi crée l'Académie française. Et donc, l'Académie française fait son dictionnaire à la fin du XVIIe siècle. Et sur le dictionnaire, entre le choix entre écrire France FRA-CE ou France FRANCE, ils vont choisir FRANCE et bannir le tilde de la langue française. Et donc, c'est comme ça que c'est le français qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que au XIXe siècle, il y a des écrivains. Le premier que j'ai trouvé, c'est Alfred de Musset. Alfred de Musset écrit un livre qui s'appelle Le Conte d'Espagne et d'Italie, où il fait parler évidemment des Espagnols et des signors, des signoritas, etc. Et il utilise le N tilde, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas signor ou senior comme S-E-G-N-O-R ou quelque chose comme ça, il écrit à l'espagnol. Et à partir du moment où Alfred de Musset le fait, il y a tout un tas d'autres auteurs romantiques qui le font. Et donc, on se retrouve avec les dictionnaires à partir de 1850 qui donc utilisent le N tilde
de façon courante et qui prennent ces mots-là, puisque ce sont des mots utilisés par les grands noms de la littérature française. Alors, il y a Musset, il y a Dumas, et puis tout un tas d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, le N tilde rentre dans les dictionnaires français. Pour ce qui concerne le N tilde breton, donc je vous ai dit que dans le catholicon, il était utilisé pour les consonnes qui étaient doublées, c'est-à-dire essentiellement le N. Donc, tilde, ça signifie qu'il y avait deux N. Alors, le N tilde sera gardé par le père Maunoir qui fait une grammaire et un dictionnaire en 1659. Vous avez Le Gonidec qui fait pareil, grammaire et dictionnaire en 1807. Et celui qui inventera le N tilde moderne, c'est-à-dire sera un linguiste qui s'appelle Émile Ernaud. Il est professeur de langues anciennes à Poitiers et excellent bretonnant. Et c'est lui qui mettra au point l'écriture, j'allais dire, moderne du breton avec le N tilde. Alors, le N tilde signifie plus que le N est doublé. Le N tilde signifie que la voyelle qui est avant est nasalisée. C'est le cas, par exemple, de Brément, Brément, voilà, pour dire que c'est nasalisé. Parce que si on écrit B-R-E-M-A-N, on devrait dire Bréman. Voilà. Donc, c'est Émile Ernaud qui est le père du N tilde contemporain en Bretagne, qui est utilisé jusque dans l'écriture standard actuellement. Alors, venons-en à notre prénom Finch. Alors, je vais commencer par les filles d'abord, puisque vous savez que les prénoms bretons étaient interdits à l'état civil jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Or, quand on regarde de plus près, ce n'est pas tout à fait vrai. Soisic, par exemple, qui est un joli prénom breton, la première occurrence de Soisic en France, c'est 1953. Et donc, on le voit dans les années 1970, le grand période de renouveau celtique, il y a des Soisic plus importantes. Ça ne va pas non plus, ce n'est pas des milliers, hein, c'est 90, c'est presque arrivé à 100 Soisic, prénoms donnés chaque année en France. Donc actuellement, les Soisic sont autour d'une dizaine par an en Bretagne. C'est un prénom qui continue d'être porté. Voilà. Pour Françoise, on est sur des chiffres beaucoup plus importants parce que Françoise est un des prénoms les plus courants et les plus communs dans la société française, dans la société bretonne. Donc, vous voyez Françoise qui était à moins de 2000 jusqu'en 1930. Il y a eu une grande vogue de Françoise dans les années 40, probablement renforcée parce que François, c'est dire français par la guerre et la résistance, etc. Donc, le summum des Françoises, il y en avait pratiquement 400 000 par an en France. C'est par 400 000, pardon. Il y en avait 14-15 000 par an en France. 400 000, c'est le chiffre des Françoises du XXe siècle. Voilà, et pareil pour les François. Donc, vous voyez, la courbe, elle est très nette. En ce qui concerne Finch, alors Finch n'apparaît à l'état civil qu'en 1971. Il n'y aura jamais beaucoup, ce n'est pas un prénom qui va cartonner exceptionnellement, mais il y aura assez régulièrement. Vous voyez, il y en a 12 en 1979 et il y en aura 16 en 2009. En tout, j'ai calculé sur la période donc, de 1971 à maintenant, il y a à peu près 8 Finch par an, le prénom qui est donné. Donc, c'est un prénom, dire, relativement modeste en termes de nombre. Donc, quand on dit que le prénom Finch allait briser l'unité de la France, vous voyez que ça fait évidemment sourire pour chez nous. Alors, en ce qui concerne les François, on a 4 à 5 000 par an. Et vous voyez, là aussi, c'est un petit peu moins marqué, mais là, pour les François, ça a été clair qu'il y a eu un gros pic dans les années 30 et 40. Ici, les François, ça restait vraiment une valeur sûre jusque dans les années 70 et ça a commencé à décliner. Après, donc, François est un prénom absolument commun en France et en Bretagne. Et évidemment, tous les François bas-bretons s'appellent tous Finch ou Frances. Et donc, il y a
pratiquement aucun, je connais aucun François dans la société rurale, au moins, qui s'appelle François. Enfin, tout le monde les appelle French. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement. Et je pense que le fait que le combat pour le prénom Fanche fonctionne, c'est que le prénom Fanche est un prénom extrêmement populaire en Bretagne et plutôt vu de façon très sympathique. Et c'est pour ça que les gens ont adhéré tout de suite. Il est évident que si ça avait été un prénom beaucoup plus rare et très compliqué qui aurait été nommé, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu une adhésion populaire comme ça à ce combat. Alors, le N tilde, par contre, arrive sur les panneaux routiers, donc officiellement. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun recours des préfets nulle part pour dire que Plougon ou Plainvour-Creys était hors la loi. Donc, on a sur les panneaux routiers régulièrement des N tilde, donc ce qui consacre un peu le caractère officiel des Fanches. Dans la littérature, on a évidemment régulièrement des N tilde, hein, c'est même dans les livres qui sont écrits en français. On a là le Schanlige Finch bretonise, on a le travail de Finch Le Henaf sur le N tilde. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très populaire. Il y a aussi des restaurants chez Finch, des gens qui mettent le N tilde sur le Finch. Donc, c'est quelque chose qui est très répandu. Et ce qui a étonné aussi les gens, c'est qu'il y a des hauts personnages à Paris qui portent le tilde. Donc, je vous ai mis à gauche là, le jeune homme sympathique, il s'appelle Diego Buñuel. Il est chargé de direction générale de l'antenne de Radio France. Et c'est un Buñuel d'origine espagnole. Donc, lui, il a le N de tilde, il est fier de le porter. Quant à Laurent Nunez, qui est secrétaire d'État, Laurent Nunez porte le tilde officiellement. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour son cas parce que il est né en Algérie et ses parents sont venus en France. Non, ses parents étaient en Algérie. Ses parents sont venus en France et lui est né à Bourges. Et visiblement, il a sur son nom de famille, il a le N tilde. Alors, quand il a été nommé secrétaire d'État, j'ai regardé un petit peu la communication officielle de l'Élysée a enlevé le tilde. Donc, c'est pas monsieur Nunez qui a été nommé ministre, c'est monsieur Nunet. Quand j'ai regardé un peu son pédigré, je me suis aperçu que quand il est sorti de l'École nationale d'administration, il portait un tilde. C'est-à-dire l'école vous savez que les gens qui sortent diplômés de l'École nationale d'administration sont au journal officiel. Et donc, sur le journal officiel de la République française, Laurent Nunez porte un N tilde. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a des traitements différents. Si on s'appelle Finch Bernard à Rospordin, s'il s'appelle Laurent Nunez à Paris. Donc, on est sur cette affaire-là. Nous avons aussi nos Finch bretons qui portent toujours et très haut leur Finch avec le N tilde. Hein. Vous avez le peintre Finch Moelle et vous avez Finch Brodé qui est bien connu de tous les Bretonnants. Et voilà. Alors, cette affaire de Finch n'est pas terminée. Je vous parlerai tout à l'heure de la situation française, mais il se trouve que j'ai fouillé un petit peu de ce qui, par les collègues de Braze America, qui me disent qu'ils seraient contents d'avoir un petit mot sur Finch sur leur site. Et donc, du coup, j'ai regardé si le problème se posait aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup d'hispanophones aux États-Unis, et comment ça se passait. Et donc, je me suis aperçu que en Californie, par exemple, le Parlement de Californie avait dû légiférer en 2017 pour justement que le N tilde soit accepté dans l'état civil de Californie. Et il se trouve un petit peu la même situation qu'en France à l'époque, c'est-à-dire que tout le Parlement, pratiquement à l'unanimité, a voté pour que le N tilde puisse être utilisé à l'état civil, mais le gouverneur de Californie a dit niet, parce que c'était plus pas tellement pour un souci d'unité nationale, là, cette fois-ci, mais c'était parce que ça allait coûter cher. Alors,
il a vu qu'il fallait en fait changer tout le système informatique de la Californie pour pouvoir accepter le NTD. Alors, dans l'État de l'Oregon qui est à côté, dans l'État de l'Oregon, le NTD est accepté. Et le système informatique qui a été mis en place accepte depuis très longtemps le NTD. Donc, ça s'est fait. Et quand j'ai regardé un peu la situation dans les États américains, en fait, vous avez un État sur deux qui accepte les NTD et un État sur deux qui le refuse. Les États qui le refusent, c'est ceux qui, comme l'État français, ont voté une loi disant que l'anglais est la langue officielle de l'État. C'est le cas en Louisiane, vous avez là sur la droite. Vous ne pouvez pas nommer votre enfant en Louisiane en utilisant des marques diacritiques. André, donc avec un « n'est pas autorisé. Et donc, il y a eu récemment tout un cirque pour quelqu'un qui voulait appeler son fils Rémi, avec R-E-M-Y, qui n'a pas eu le droit non plus. Donc, en Louisiane, l'anglais est langue officielle et le français, qui est pourtant parlé en Louisiane et qui fait l'objet de toute l'attention de l'État théoriquement, on ne peut pas mettre d'accent sur les gens. Donc, vous voyez, la langue française est menacée là-bas. Et je vous ai mis aussi un petit mot sur le Texas. Le Texas accepte le signe diacritique sans souci. Vous en avez une centaine, je crois. Il n'y a pas de problème. Les logiciels sont prévus pour. Donc, quand on veut, on peut. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, cette affaire de signe diacritique va bien plus loin que notre cher canton de Basse-Bretagne. Parce que ce n'est pas fini. Si effectivement la loi Molac a été votée à l'Assemblée nationale, il y a encore la loi de Canévet enfin la loi, l'amendement Canévet qui doit passer un de ces quatre, et donc qui va un petit peu plus loin que la loi Molac. On verra bien si ça passe ou si c'est pas. La loi Molac a donc été votée à l'Assemblée nationale, mais vous savez qu'il y a une petite subtilité dans le fonctionnement de l'État français, c'est que la loi Molac n'est toujours pas opérationnelle tant qu'il n'y a pas de décret d'application. Et qui fait le décret d'application? C'est le gouvernement. Et comme M. Blanquer a été très énervé d'être mis en minorité sur cette affaire, il n'est pas sûr que ce décret d'application sorte tout de suite. Vous savez qu'il y a des lois qui ont été votées en France, les décrets d'application ne sont jamais sortis. Donc, méfiance, parce que, voilà, on ne sait jamais. Le fait qu'on rentre en zone électorale va faire peut-être que ça va activer les choses, mais rien n'est moins sûr. Et puis, il y a en France toujours le couperet du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut décider brusquement que la loi n'est pas conforme à la Constitution. Et donc, vous savez, l'article 2, la langue française est la langue de la République, il suffit que le Conseil constitutionnel mette son nez là-dedans et va trouver un argument quelconque. Donc, méfiance de ce côté-là. Je voulais juste faire un petit mot pour dire que toutes ces affaires de signes diacritiques d'une langue à l'autre fait l'objet d'attention de façon très sérieuse par un organisme qui s'appelle le CIEC, la Commission internationale de l'état civil, et qui fait les préconisations à tous les États du monde pour la circulation en fait des prénoms et des noms en usage. Parce qu'évidemment, quand vous avez des noms venant de Serbie, de Croatie, de Pologne, de Russie, vous avez plein de signes diacritiques qui sont inconnus en France. Et quand vous allez à Ikea, par exemple, vous voyez qu'il y a aussi des signes diacritiques qu'on ne connaît pas en France. Le NTD, je vous ai dit tout à l'heure, est différent puisque le NTD a été utilisé pendant pratiquement tous les siècles dans la langue française, ce qui n'est pas le cas pour des signes diacritiques venant de Pologne ou de Serbie, etc. Donc le siècle fait des recommandations aux États pour que quelqu'un qui vienne d'un État étranger qui s'installe en France, par exemple, puisse continuer à utiliser ce signe diacritique ou pas, ou doit le changer. Parce que le système qui se passe en France, et ça a été le cas par une jeune femme qui habite le Pays Basque qui s'appelle Ibanez, et qui, elle, s'appelle Ibanez parce qu'elle vient d'Espagne, elle est née en Espagne, donc à son état civil, il n'y a pas de souci, sur sa carte d'État, il y a un N tilde. Et évidemment, elle a eu
un enfant en France et l'enfant en France ne s'appelle pas Ibanez, mais s'appelle Ibanez. Voilà, et donc pas droit de mettre de NTD. Donc elle lutte aussi pour ça. Et je ne suis pas sûr que la loi Molac qui dit que le NTD euh, va est autorisé pour les prénoms, disons que les signes diacritiques des langues régionales pouvoir être utilisés. S'il s'agit de l'espagnol, ce n'est pas une langue régionale, donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un souci quelque part un jour sur cette affaire-là. Alors, il faut savoir que le Parlement européen s'est saisi de l'affaire aussi. Il y a plusieurs rapports très, très clairs. L'affaire qui est en jeu, c'est la circulation des citoyens européens d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que si vous vous baladez avec un N tilde et que dans un pays c'est accepté, dans l'autre c'est pas accepté, ça pose problème. Donc ils essaient d'harmoniser tout ça. C'est pas très simple parce que il y a notamment un pays qui bloque tout le temps sur cette affaire-là, devinez lequel, c'est notre chère France nationale qui, évidemment, freine des cas de fer là-dessus. Donc actuellement, c'est chaque pays qui gère les signes diacritiques dans son pays. Voilà. Donc, oui, le décret du Conseil d'État, ça c'était avant. La République en marche avait dit qu'ils allaient faire un décret en Conseil d'État. Ça fait un an, on ne l'a jamais vu, donc on oublie. Voilà. Et pendant ce temps, Fange grandit. Il est né en 2017, donc il a 4 ans. Voilà, j'ai eu l'occasion et le plaisir, quand je dédicaçais mon livre à Cardévote, près de Quimper, il est venu me voir, donc évidemment, on a copiné, comme on dit. Voilà, donc voilà le petit Fanche, à la Rédadec, donc départ de Quimper. Il parle maintenant parfaitement breton puisqu'il suit des cours donc à l'école d'Iwan de Banalec. Voilà, vous avez les autres Franches, Finche de Montroulez, Finche de Pabu, donc a priori leur cas est réglé aussi. Et puis je voulais saluer celui par qui tout est arrivé, c'est-à-dire le grand-père ou l'arrière-grand-père du petit Finche, qui s'appelle Finche Cotten, c'est le monsieur qui est à gauche là avec des lunettes. C'est lui qui s'appelait François Cotten, évidemment, à l'état civil, mais que les gens d'Élian ne connaissent que sous le nom de Finch Cotten. Et c'est lui, donc c'est un honneur que le petit Finch a eu son prénom. Et donc, c'est grâce à lui que la législation française a évolué quelque part. Voilà, donc merci de votre attention. Donc, j'avais résumé tout ça dans un petit ouvrage qui est paru aux éditions des Compagnies. Vous pouvez encore trouver, et donc en espérant que effectivement l'affaire cette fois-ci soit bien bouclée. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que sur Internet, c'est jamais très très facile, mais je répondrai à vos questions avec plaisir. Alors merci Bernays Rouze. Pas de questions pour l'instant, mais on a une réaction d'Isabelle Lebal qui partage également cette incertitude sur la signature du décret. Voilà, donc oui, pour l'inquiétude effectivement du décret, je suis tout à fait d'accord parce que ayant fait quelques études de droit, on avait eu l'occasion d'étudier cette affaire-là. C'est que le gouvernement peut traîner les pieds pour que ça ne se soit pas fait tout de suite. Donc, là, on attend. Je pense que là, il va falloir être vigilant et que nos parlementaires interrogent de nouveau le gouvernement sur cette affaire-là, parce que qui dit décret d'application dit derrière, c'est toutes les implications qu'il y a dans la loi. Et donc ça, évidemment, ça va être étudié de façon très précise par les gens qui sont chargés de ça, les fonctionnaires. Et donc, il n'est pas exclu qu'on ait un coup fourré par derrière tout ça. Donc, crions victoire, mais soyons attentifs. Bien, merci Bernays Rousse. Puis nous allons donc arrêter là si nous n'avons pas d'autres questions. D'accord, écoutez,
C'est avec plaisir que je salue tout le monde, ceux qui ont pu rester là. Je pense que j'ai donc fait à peu près le tour de la question, c'est très bien. En tout cas, merci à tous, merci à Thiaro de m'avoir invité pour cette relation avec le public. Et puis, Eves Mat, dort toutes. Kenavo. Kenavo.